Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir en direct du salon plein air chasse-pêche camping de Saint-Hyacinthe. On est le samedi, deuxième jour de salon et j'ai ici avec moi Louis Giguère, évidemment bénévole pour la CCFR, mais aussi t'es le présentateur, le propriétaire de la chaîne LT Survival. C'est quoi LT Survival? C'est quoi ta chaîne? Parle-nous de ta chaîne, c'est quoi exactement? Attends un petit peu, t'es sur mute. Voilà, t'étais sur mute. J'avais accroché le bouton. Ah, c'est pas grave. La chaîne LT Survival, c'est une chaîne que j'ai commencée pour permettre à mes cadets, parce que je travaille avec les cadets, le mouvement des cadets, à permettre de donner de l'instruction complémentaire, donner du matériel pour les autres instructeurs qui sont peut-être un peu moins expérimentés, donner un visuel sur des techniques de survie. Parce que dans les cadets de l'armée, dans le programme de cadets de l'armée, on a une phase qui est vie en forêt, mais ça s'applique à la survie. Donc, on prépare les jeunes pour affronter les éléments, là, comme la fin de semaine passée, on était à l'extérieur. Il fallait qu'ils partent les poêles, il fallait qu'ils partent les fanales, il fallait qu'ils puissent construire un abri, il fallait qu'ils fassent faire les nœuds, malgré le froid, malgré les intempéries. Donc, la chaîne a été basée là-dessus pour essayer de fournir, comme objectif primaire, fournir du matériel vidéo pour les instructeurs. Je le fais aussi pour le commun des mortels, bien sûr, là, parce que les préceptes de survie s'appliquent à tout le monde. Oui. Malheureusement, c'est un art qui se perd, l'art de vivre en forêt. Donc, il y a beaucoup d'appellations qu'on va voir là, dans le domaine. Il y a le bushcraft, qui est en fin de compte un fieldcraft, ça vient de l'anglais, là. Bushcraft qui a été popularisé par Morris Kaczynski dans les années 70. C'est une façon, une philosophie d'approcher les choses. Ma philosophie, moi, est d'utiliser là, de base le matériel qu'on a. Mais la philosophie principale de survie, c'est de toujours être préparé. Donc, de là, je ne sais pas si on le voit là, à cause de l'angle de la caméra, mais la devise de la chaîne, c'est apprendre les bases afin de survivre demain. Mm-hmm. Donc, avant de survivre, il faut savoir les bases. Puis pour savoir les bases, on est obligé de s'entraîner. Évidemment. C'est ça. Donc, le but de la chaîne, c'était de créer un matériel de référence en vue d'amener les gens à s'entraîner pour apprendre les différentes techniques. Oui. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans un podcast précédent, mais tu disais s'entraîner avec ce qu'on a, puis avec tout ça. Moi, j'ai toujours eu comme pensée que ce soit un policier, que ce soit un militaire, que ce soit un premier répondant comme un pompier ou un ambulancier, tout l'équipement qu'ils ont sur eux ou qu'ils ont avec eux, ils devraient être formés pour bien le manipuler, que ce soit un tourniquet, que ce soit un kit de premiers soins, que ce soit un couteau, que ce soit la radio, que ce soit un arme à feu, pour les policiers par exemple. Il faut qu'ils soient bien formés pour être capables d'utiliser non seulement pour protéger leur propre vie, mais aussi la vie potentiellement des autres, être capable d'aider les autres dans une situation d'urgence. Donc, de pratiquer avec ce que tu as, je pense que ça vient naturellement, juste l'acheter puis le mettre dans un coffre et jamais l'utiliser parce que tu n'en as pas de besoin. Effectivement, c'est la plus grande difficulté que les gens ont souvent. Ils vont dire, OK, je pars en motoneige, je vais m'amener un kit de survie. Ils achètent au magasin un kit de survie qui, généralement, est pas nécessairement mauvais, mais pas nécessairement complet. Fait que, et puis pas adapté nécessairement à ta situation spécifique. Oui. Mais si tu n'as jamais essayé le kit, tu ne peux pas savoir qu'il n'est pas complet, qu'il n'est pas adapté à ta situation. Donc, c'est une chaîne. La préparation, c'est la mère de toutes les survies. Mais si tu es préparé, il est fort probable que tu n'auras pas à survivre. Parce que donc, on a entendu parler beaucoup au Québec, il y avait eu une série sur des preppers. Là. Oui. Des preppers, dans le fond, c'est juste quelqu'un de prévoyant. Si on prend ça à sa plus simple expression, là, c'est quelqu'un de prévoyant. Qu'est-ce qui arrive si je suis 48 heures, pas d'électricité, pas de chauffage? Est-ce que je suis capable de survivre? Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à boire? Parce que peut-être que l'eau sera plus disponible dans les tuyaux. Ils vont éventuellement geler. Donc, c'est toutes ces approches-là qui sont de la préparation en l'avance avant d'être exposé à un problème. Est-ce que j'ai un bidon d'essence dans ma voiture? Tu sais, en Allemagne, sur l'autobahn, tu n'as pas le droit de rouler sans un bidon de 2 litres d'essence. Okay. Parce que tu n'as pas le droit de tomber en panne sur l'autobahn. L'autobahn étant l'autoroute qui n'a pas de limite de vitesse. Oui.
Tu ne veux pas être un obstacle sur cette autoroute-là parce qu'il y a un missile qui rentre à 300 km/h derrière toi. Ouais. Donc, tu as un 2 litres d'essence parce que tu vas te ranger sur le côté, mettre 2 litres d'essence, sortir à la première sortie et aller rechercher de l'essence. Donc, ils ont mis l'obligation. Le gouvernement du Québec, après le verglas, avait essayé d'instituer la trousse de 72 heures. Ouais. Ben, c'est du prepping, c'est-à-dire tu te gardes des cannes, un poêle, des chandelles, de manière à pouvoir te garder au chaud, prêt à affronter une panne électrique de style verglas. Oui, puis c'est déjà arrivé au Québec, comme tu l'as mentionné, donc c'est pas impossible que ça se reproduise, surtout avec le réchauffement climatique. On va avoir des températures potentiellement plus douces et là, ce que ça peut arriver, c'est que là, on va peut-être frôler justement plus le zéro dans certaines Le verglas, situations. oui. Donner des conditions de verglas. Oui, la température varie beaucoup. Elle a toujours varié, là, soyons clairs. Oui. C'est pas la première année, là, puis ça ne sera pas la dernière où il va y avoir des variations de température. Le Québec a déjà eu de la glace à 250 mètres au-dessus, là, dans l'époque glaciaire. Je veux dire, si on a été là, on peut aller dans l'autre extrême aussi. La planète est vivante, le système solaire est vivant, donc le Soleil étant notre plus grosse influence au niveau du temps, ben ça n'en prend pas beaucoup pour changer bien des données. Puis le Soleil vieillit, là, fait qu'il va changer de cycle aussi. Mais moi, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que c'est pas parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à un hiver extrêmement froid pour se préparer. C'est qu'une température relativement douce, qui est juste proche du point de congélation, pourrait faire en sorte qu'il y aurait du verglas. Et là, après ça, on a une situation, peut-être justement un refroidissement qui fait en sorte que la glace ne s'évapore pas. C'est ça, exactement. On peut prendre, par exemple, le verglas. Qu'est-ce qui a fait que le verglas était si problématique? C'est pas que c'était exceptionnel. C'est que c'était en dehors de la norme de certaines tours qui n'avaient pas été mis à jour. Donc, on a perdu les lignes électriques de par le poids de la glace. Oui. Fait que si la prévention n'avait pas été faite en amont, le standard avait changé, mais pas la réfection de ces tours-là. Donc, ça a créé des effets de chaîne qui ont amené des problèmes. Mais tu sais, on aurait pu les éviter. Effectivement. Je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné, la trousse de survie de 72 heures ou la trousse de survie là, pour les gens qui s'en vont en motoneige ou à la chasse. On est dans un événement, évidemment, de chasse, de pêche. Puis que ce soit à la chasse ou à la pêche, moi, je vais à la pêche sur le Gouin. Il n'y a pas de signal cellulaire. Je vais à la chasse dans le fin fond du bois en Abitibi. C'est sûr que, tu sais, on est loin de tout. La communication ne se fait pas autre qu'avec des téléphones satellites. Oui. En cas d'urgence, moi, j'ai un kit, mais je vais te poser la question, je ne veux pas t'influencer, je ne veux pas nécessairement que tu juges mon kit non plus, mais selon toi, ça serait quoi le minimum qu'une personne devrait amener avec elle lorsqu'elle va dans une situation comme ça, où est-ce que la communication est difficile, où est-ce que peut-être tes collègues, tes chums de chasse, peut-être ne sauront pas que tu es dans une situation dangereuse pour peut-être 8 heures, le temps que, ils vont tous revenir au camp, puis toi, tu seras pas là, puis là, ils vont dire, il va s'en revenir, finalement, il est rendu 1 heure du matin, tu n'es toujours pas revenu. Là, ça va peut-être lever un flag, il est où, ça dit, tu sais? Oui. Bien, dans des expéditions, normalement, à longue distance, la première chose qu'une personne va faire avant de partir de son domicile à la maison, c'est laisser un plan. C'est-à-dire, je pars à telle place, je vais être localisé dans tel secteur, mettons sur le lac Gouin. Ta conjointe là, qui reste à l'arrière va avoir l'information. On peut être rejoint au travers de tel système. Et si je ne suis pas revenu à telle date, telle heure, ben il y a un problème. Okay? Ça, c'est première étape. Deuxième étape, ce que tu as sur toi doit toujours te permettre de passer la nuit suivante. Donc, ton sac de chasse va contenir des éléments. Un chandail supplémentaire, va contenir des allumettes, va contenir quelque chose pour faire du feu, quelque chose pour faire du signal. Oui. Et ça, le concept pour les chasseurs, c'est d'avoir des cartouches supplémentaires. Parce que tu quoi de plus facile à entendre qu'un coup de feu dans le bois. Ça va loin. Exactement. Donc, la portée de ton signal, même sans appareil électronique, est plus longue. Donc, il faut que tu aies des cartouches supplémentaires. C'est pas parce que tu as besoin d'une cartouche pour tuer ton chevreuil que tu n'entraînerais pas 25. Parce que pour signaler, il faut d'abord que tu tires 3 coups. Et tu répètes 3 coups. Tu as déjà 6 cartouches de passé. Si tu as 10 cartouches sur toi, c'est fini, le signal. Là, tes chums ont su que tu étais en problème, mais ils ne savent pas où tu es. Donc, te localiser, tu ne peux pas répéter un tir de follow-up là, où que les gens vont pouvoir traquer ta direction. Donc, c'est important de prévoir ça. C'est-à-dire, si jamais je n'ai pas de moyen de communication, la carabine reste un moyen de communication.
Un peu comme le signal de fumée faisait dans les comics là, quand on était jeune. Okay? Ouais, C'est le principe là, de pouvoir signaler malgré tout. Ouais. Donc ça, c'est un item. Mais tous les autres items, est-ce que tu as il existe aujourd'hui des systèmes via satellite qu'un seul bouton va envoyer ta position à un satellite de recherche et sauvetage et déclencher le système recherche et sauvetage. Bon, c'est pas parce que tu as froid aux pieds que tu payes sur le bouton, parce que la facture elle va être salée solide. Mais si ta vie est en danger ou si tu n'as pas moyen d'être secouru, parce que souvent, on est en situation de survie, pas parce qu'on a mal planifié, mais quand tu as une jambe cachée et tu as 3 km à faire, tu es en situation de survie. Donc, tous ces items-là viennent influencer ce que tu vas avoir. Si tu sais que les températures descendent d'une dizaine de degrés, ben t'es mieux d'avoir quelque chose de chaud en dedans de ton pack-sac si jamais il faut que tu prolonges. Puis inévitablement, tu vas avoir sué, donc tu vas être susceptible à avoir froid. Donc, il faut que tu puisses faire du feu. Le feu, c'est la vie. Là. Dans nos contrées à nous, là, le feu, c'est justement, parlons-en, parce que souvent, les gens vont amener... Puis, tu sais, j'ai été victime de ça quand j'ai commencé, moi aussi. Victime de dire, je vais amener de la bouffe, je vais amener de l'eau, je vais amener ci, je vais amener ça. Avec le temps, puis là, corrige-moi si j'ai tort, mais moi, avec le temps, j'ai appris que finalement, il y a quand même un ordre de priorité sur ces choses-là. La chaleur, le feu, ça tombe en premier. Au Québec, oui. Ouais, tu serais dans le désert, le changement de priorité se fait. Tout ça, juste pour illustrer que l'ordre de préséance des priorités de survie sont toujours ajustés en fonction des saisons et des localisations, c'est-à-dire où tu es dans le monde. Si tu es dans l'Arctique, chaleur et protection. L'abri, c'est la priorité. Le vent va te voler de toute ta chaleur. Exactement. Parce que, tu sais, c'est pas juste de faire un feu, mais si tu es au grand vent, le feu va perdre de son efficacité. Donc, il faut créer un abri. Puis un abri, ça peut être aussi simple qu'un sac à vidange. Ça peut être aussi simple que ce que tu as sur le dos. Tu sais, un imperméable, rajouté par-dessus ce que tu as comme vêtement d'hiver, va augmenter la température interne de ton vêtement d'hiver de peut-être 5 à 10 degrés. Regarde, c'est sûr que de construire un igloo, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en condition de survie, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi un igloo fonctionne, c'est parce que ça coupe le vent. C'est pas pour couper le froid, c'est pour couper le vent. Et puis l'igloo, au Québec, on ne peut pas le faire. Il faut être dans l'Arctique. Ça prend de la pack ice. Ça prend de la neige tapée depuis plus qu'un an. Okay? Admettons, tu es vraiment pris en situation, tu n'as pas tant de linge de rechange que ça, ton linge est tout mouillé, peu importe. Meilleure façon de se positionner pour s'assurer de garder le plus de chaleur possible. On trouve plus de quelque chose qui peut nous faire peut-être un genre de, pas de nid, mais essayer de s'entourer de quelque chose pour refléter la chaleur vers nous. Oui. Une fois que ce problème-là est réglé, là, on est capable de faire sécher notre linge, on est capable, au Québec, parce que là, on parle de chasse, évidemment. C'est sûr que dans le monde, comme tu dis, les priorités peuvent changer. Deuxième priorité, c'est l'eau. Oui, c'est la bouffe. Oui, bien, c'est ça. C'est, beaucoup de monde vont dire la nourriture. Ouais. Mais la nourriture, il y a la règle des 3. Donc, sans oxygène, 3 minutes. 3 jours sans eau. 3 semaines sans nourriture. Puis 3 mois sans compagnie. Si vous avez vu le film avec Tom Hanks, là, que Wilson, là. Oui, il parle un petit Wilson, c'est CFR aussi, là. C'est l'effet psychologique. Donc, l'humain est un être qui a... il m'a sorti un grand bout. Est un être grégaire, donc de troupe, de troupeau. Okay? Il a besoin de compagnie, il a besoin de pouvoir échanger avec les gens. Donc, c'est important pour eux autres, c'est important pour ton psychologique là, de pouvoir échanger. Et si tu n'es pas capable de créer l'échange avec quelqu'un, tu as besoin d'avoir un ami imaginaire pas mal solide. Tu as besoin de Wilson. Oui, tu as besoin de Wilson. Puis ce film-là, c'est une belle illustration de toutes les étapes de la survie. Lui, il n'y en avait pas de nourriture au début, mais quand il y a eu l'eau de coco, ça l'a aidé. L'eau de coco étant laxative, il y a eu d'autres problèmes. Mais, et compagnie. Un problème à la fois. Un problème à la fois. Mais il s'agit de soutenir le corps, parce qu'après 3 heures, après 3 jours, le cerveau devient ralenti s'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas de sels minéraux aussi, tu peux avoir toute l'eau du monde, mais pas de sels minéraux, ton cerveau va ralentir. Donc, c'est important, comme moi, dans mes premières kits de survie que j'ai fait quand j'étais cadet,
2 cubes de bouillon de bœuf. Pas parce que c'est bon au goût, mais ça aide, mais c'est surtout tous les sels à l'intérieur. Bien, on parlait tantôt de eau ou bouffe. Là, on va admettre que dans notre pack, on a mis soit de l'eau suffisamment pour durer, mettons, 24 heures, donc un 2 litres d'eau, ou quantité, ou idéalement une façon de purifier notre propre eau si on est en situation... De là, le but du feu. Le feu aide à purifier de l'eau. Donc, oui, tu peux avoir 2 litres d'eau, mais 2 litres d'eau, ça ne t'aide pas pour 3 jours. Donc, il faut éventuellement approvisionner en eau. Au Québec, pas trop difficile. L'hiver, il y a de la neige. L'été, il y a des ruisseaux. C'est sûr qu'on va faire bouillir toujours l'eau. Puis si on a en plus les pastilles de purification d'eau à base soit de chlore ou d'autres choses, là, c'est toujours bon. Il existe aussi des pailles de survie. Oui, les Life Straw, puis il y a les Sawyer. Oui, il y en a un paquet. Oui, plusieurs types. Des paquets de systèmes. Ça peut être un bon système qu'on garde en réserve. Le système Sawyer permet de traiter beaucoup plus de volume. La paille permet de s'approvisionner directement à la rivière. Oui. Donc, si c'est une expédition, mettons, tu fais une trail de très longue durée là, dans les Appalaches, par exemple, puis que tes sources d'approvisionnement sont beaucoup plus distancées, ben tu peux traîner 1 ou 2 ou 3 pailles de manière à pouvoir, ou tu rachètes à chaque fois que tu te réapprovisionnes de nouvelles pailles, de manière à pouvoir supplémenter ton alimentation en eau. Mais la filtrer et la bouillir reste une des méthodes les plus safe parce que les pailles éventuellement s'encrassent, deviennent non efficaces, donc peuvent geler aussi si tu es dans le froid. Donc ça, c'est moins efficace. Même le système Sawyer. C'est pour ça que j'aimais quand même le système Sawyer. C'est sûr que j'ai pas testé jusqu'à quel point il peut s'encrasser avant qu'il perde, mais d'après ce que j'avais vu, la grosse différence entre le Life Straw et le Sawyer, justement, c'était ça. C'est que le Sawyer, tu pouvais renverser le flot avec de l'eau propre, on s'entend, renverser le flot pour nettoyer le filtre, pour augmenter sa durée de vie. Éventuellement, comme tu dis, ça va... En théorie, la paille aussi, tu pourrais ressouffler de l'eau dedans, mais étant donné que tu es obligé d'utiliser, c'est pas la gravité, mais ta bouche qui va servir l'efficacité de nettoyer ta paille, ne sera pas vraiment là. C'est ça. Fait que la paille est moins adaptée, mais elle est jetable. Donc, tu peux avoir plusieurs pailles pour le poids. Pour une livre de poids, tu as plusieurs pailles. Le système Sawyer est très compact. Je pense que la partie la plus grosse du système Sawyer, c'est le sac pour mettre l'eau sale dedans, pour le laisser s'égoutter. Puis là, tu peux utiliser la gravité qui travaille à ta place. Mais une chose avec le système Sawyer, puis là, je sais qu'on parle vraiment de filtration d'eau, mais ce que je trouvais vraiment aussi intéressant avec le système Sawyer, c'est que l'embouchure pour visser le petit sac que tu mentionnes, c'est une embouchure standard d'une bouteille d'eau. Oui, les fameuses bouteilles Nalgene, sont compatibles là, avec... Bouteille de Pepsi, bouteille de n'importe quoi. Oui, les deux formats, effectivement. C'est ça, là. Fait que si tu as une bouteille d'eau que tu as amenée avec toi dans ton pack-sac, ben, tu peux la réutiliser comme source d'eau propre ou source d'eau. Tu as besoin de 2 bouteilles minimum. Oui, c'est ça. Généralement, le système Sawyer vient avec une poche. Oui, une poche. Puis la poche, c'est fait pour ramasser l'eau sale que tu vas suspendre, puis ensuite, tu vas connecter ton filtre, puis tu vas laisser la gravité travailler. L'avantage de ce système-là, par rapport à la Life Straw, par exemple, c'est que pour accumuler de l'eau supplémentaire, il travaille sans ton effort. Oui, tu l'accroches... Tu remplis le plus d'eau possible dans ton sac, tu mets ça sur ton backpack en arrière, puis tu continues à marcher, puis ça va filtrer au fur et à mesure. Oui, tu pourrais le faire, effectivement. Là, si tu es capable de fixer tous les éléments pour pas que ça se brise. Là. Si tu es dans le bois sale, ça va être un petit peu inconvénient, mais quand tu établis tu remplis ton sac dans la source d'eau, tu le suspends, tu laisses ton litre d'eau se remplir par gravité. Donc, le système travaille pour toi pendant que toi, tu fais autre chose. Tu n'es pas obligé de manipuler le système, parce qu'il existe des systèmes à pompe. Mais tu sais, c'est long. Faut que tu pompes. Faut que tu pompes. Puis plus tu pompes, plus c'est dur. Plus c'est dur, plus tu pompes. Oui, puis là, tu utilises ton énergie pour pomper en plus. Exactement. Tu as mentionné les petits bouillons de des petits bouillons de bœuf ou bouillons de poulet, peu importe. On va arriver à le troisième élément, la bouffe, comme on disait. Moi, je me suis fait, si tu veux, des petits MRE, mais fait maison. Donc, dans le fond, c'est des éléments que j'ai amenés dans un petit sac en mylar que je mets à l'intérieur. Chose que j'ai pas besoin de cuire, que j'ai pas besoin de préparer, que je peux juste sortir, ouvre le sac, sors des choses. Une des choses que moi j'ai pensé, c'est justement ça, l'eau que tu vas récolter. Premièrement, peut-être qu'elle ne sera pas l'eau la plus potable que tu vas déjà avoir goûté. Elle va peut-être avoir des goûts superflus. Poche de thé. Café instantané. Bien, ça, c'est
C'est un staple là, de tous ceux qui sont dans le bois, là, Ouais. de se faire un bon petit café ou bien un thé, dépendant de Avec ce le que feu, tu fais ici. Là. avec le feu, il fait frais dehors, tu te fais chauffer une belle tasse de thé, une bonne tasse de café. Quand j'étais Pour le cadet, moral, c'est bon. quand j'étais cadet, là, puis qu'on faisait de la survie, puis qu'on n'avait pas accès au café, au chocolat chaud ou à tout ça, des pointes de pouce de sapin. OK. Tu les coupes, toute la partie vert pâle là, sur une pousse annuelle d'un sapin, là, d'épinettes et de sapin. Là. Tu le coupes, tu le mets dans ton thé, OK. dans ton eau. Tu n'en prends pas trop parce que ça devient laxatif, mais il y a des bénéfices à le faire. Tu pourrais faire aussi avec du thé des bois. Tu pourrais le faire avec de l'ail sauvage. OK. Tu pourrais le faire, il y a des fleurs qui se font. La botanique dans la survie, c'est un autre rabbit hole. Comme on dit, c'est un autre gros affaire. Apprendre les plantes locales, ça l'a amené, moi, à écrire. J'ai déjà fait une carte. J'ai oublié de l'amener, elle est dans mon sac probablement. J'ai oublié de la sortir. J'ai fait une carte avec le mot « survivre », qui est toutes les mnémoniques que tu peux avoir en une seule séquence durée sur ma chaîne. Là, j'ai un beau vidéo qui les explique. Puis, une des étapes dans cette carte-là, c'est agir comme les natifs, c'est-à-dire comme les aborigènes. Tu t'en vas en Afrique, tu apprends comme les Africains. Tu t'en vas dans l'Arctique, tu apprends comme les Inuits. Tu es au Québec méridional, tu apprends des Cris, tu apprends des Hurons, tu apprends des tribus, tu apprends des gens qui ont vécu de la terre. Donc, ton grand-père, des fois, et la personne qui se souvient, tel arbre va te faire telle affaire. Donc, tu vas chercher de l'entraînement. Il y a des gens qui connaissent les plantes beaucoup au Québec qui peuvent donner de l'entraînement. Le problème au Québec, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'écoles organisées. Ben, c'est là que j'allais te poser une question, advenant que quelqu'un veut apprendre. Donc moi, là, tu sais, j'en connais un peu, mais je suis pas un expert là-dedans, loin de là. Probablement, il y en existe. Est-ce qu'il y en existe des écoles où est-ce qu'on peut aller suivre certains cours, même si c'est pas juste une seule école? Évidemment, ta chaîne, on va pas passer par-dessus, là, mais une ressource. Il s'agit, admettons, que tu veux apprendre les champignons, bien, il y a des clubs de cueilleurs de champignons. Donc là, tu vas t'associer à un club. Il y a des clubs de plantes, puis il y a des clubs. Il y a quelques clubs. C'est très difficile au Québec. On n'a pas une grosse ressource. Mais je sais qu'il y a d'autres youtubeurs québécois. Il est passé ici tout à l'heure avec la grosse barbe blanche. Oui, Christian Caisse. Oui, Christian Caisse. Ça pourrait être une ressource. Si tu es capable de prendre contact avec, puis d'établir un certain plan de formation. Okay. Ça peut être une chose. Tu vas chercher des ressources de même. Il y a sûrement quelqu'un, on dit un vieux du village, là, qui peut te donner. Puis des fois, surprenamment, on a des chums, puis on le sait pas, mais leurs grands-parents, leurs parents les ont formés sur les plantes. Fait que c'est d'aller chercher ces ressources-là. C'est plus difficile. C'est plus difficile. La plus grosse chose à faire, c'est de faire l'entraînement. C'est-à-dire, si tu dis « j'ai fait mes propres MRE », à un moment donné, c'est de sortir en forêt et de les tester. Est-ce que le mélange te soutient? Mais tu peux faire un mélange du randonneur, ça donne un boost d'énergie. Mais est-ce que 2 jours du mélange de randonneur, ton paquet que tu as amené, le splitter en 2 jours, te donne l'énergie nécessaire à continuer? Parce que aussitôt que tu tombes en état de survie, il est important d'arrêter les dépenses. Ouais. Tu ne fais pas un hike de 15 km en état de survie. Parce que là, ta réserve, tu as vide. Puis ton énergie a autant d'importance que ce que tu es capable d'amener comme supplément. Ce que tu es capable d'amener comme supplément, généralement, va soit soutenir tes fonctions cognitives, soit te permettre éventuellement de prendre la décision et de sortir parce que tu as trouvé par où sortir de la façon la plus efficace. Puis quand on dit efficace, souvent, c'est la plus courte. Oui. Mais si tu sors par la fonction la plus courte, tu es qu'il y a une montagne entre toi et l'autre côté, peut-être que c'est pas la meilleure façon. Puis ça, c'est à évaluer, ça fait partie de l'évaluation, mais aussi, ça fait partie de l'évaluation qu'il faut que tu penses que le secouriste va te chercher où. Oui. Parce que si tu t'écartes, si on prend le film Perdu, Seul au monde avec Tom Hanks, l'avion s'était écarté de la route de plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui a fait que ça a pris 4 ans avant qu'il soit retrouvé. Donc, ils n'ont jamais été capables, parce que le kilométrage carré qu'ils cherchaient était tellement vaste qu'ils n'ont jamais été capables d'aller jusqu'à 4 km.
Tu sais, quand tu es à 4 km de où tu étais supposé être, tu es vraiment dans le pétrin parce que si tu ne te sors pas dans les 72 heures, parce que le kit de survie devrait te soutenir pour à peu près 72 heures. C'est un classique là, de la fonction de survivre. Là. En 3 jours, tu es supposé être sorti. Une autre règle de 3. Effectivement. Puis c'est pourquoi 72 heures? Parce que généralement, les équipes de recherche vont chercher pendant 72 heures. Puis si tu n'as pas été retrouvé, tu es presque considéré comme mort. Ultimement, la survie, là, il y a deux échéances. Tu vas soit survivre, soit mourir. C'est cru, c'est cruel, mais il faut prendre conscience que si tu tombes en état de survie, c'est ta vie que tu joues. Donc, l'état de survie est primaire, et c'est pas pour rien, c'est un instinct primaire là, aussi de l'être humain, mais il faut contrôler, parce que là, si tu embarques dans la panique, si tu embarques dans tout ça, tu vas te ramasser, tu ne survivras pas. Il y a des cas célèbres de décès par panique en dedans de 20 minutes. D'où l'importance d'être entraîné puis d'avoir pratiqué avec tes outils, parce que là, justement, tu vas rester non seulement tu vas non seulement avoir l'expérience, mais tu vas rester en contrôle de ton émotion, tu ne vas pas paniquer. C'est ça, parce que la partie la plus difficile d'établir le fait que tu es en survie, c'est de prendre conscience que tu es en survie. Souvent, on dit « Ah, je marche encore un peu, 5 minutes, je suis sûr que je vais me retrouver. » Mais 5 minutes-là te rend encore plus profondément en dehors de où tu étais. Oui. Et une fois que tu as... Moi, dans l'enseignement qu'on fait avec les cadets, là, on parle de 12 à 19 ans, fait qu'on a ramené ça aux plus simples expressions possibles. On a un acronyme qui s'appelle STOP. STOP, bien, la première lettre, c'est S pour stop. Pourquoi stop? Bien, arrête. Assis-toi. Reprends ton souffle, tes esprits. Prends le temps d'arrêter. Assess the situation, comme on dit en anglais. Ben, oui, mais le stop, c'est d'arrêter tout. Oui. Tout. Tu t'assis sur une souche, tu dis « je bouge plus ». Le T, c'est traiter, ou think en anglais, là, parce que ça s'applique mieux en anglais, mais traiter l'information. J'étais où? Je suis parti de où? J'ai parcouru quelle direction, quelle place, c'était quoi mon objectif quand je me déplaçais dans la forêt? Je courais après un gibier. Gibier, tu tournais à droite, à gauche, sautais à droite. Puis, tu sais, quand tu fais une traite, des fois, tu perds contrôle de où tu es. Y a-t-il un point de vue proche qui me permettrait d'avoir un point de repère pour revenir? Est-ce que je suis au nord d'un sentier? Tout ça, cette information-là, il faut l'établir. Une fois qu'on a traité l'information, bien là, on va aller observer. Observer, ça veut dire utiliser tes 5 sens. Sentir. Tu sens-tu la boucane du chalet, par exemple? Un feu de camp qui est allumé, tu sens ça. Ça veut dire civilisation. La graisse de bacon sur le poêle qui te rappelle. Exactement. Tu vas observer avec tes yeux. Est-ce que tu as un point de vue qui va te permettre de revoir la route d'où tu étais parti? Est-ce que tu sais dans quelle direction tu es parti? As-tu une boussole pour pouvoir retourner? Si mon chemin est est-ouest, prenons ça simple, mon rang est est-ouest, je suis rentré au nord du rang, bien, mon azimut de sécurité, c'est quoi? France-Sud. Peu importe où je suis par rapport au rang, je vais tomber sur le rang. Parce que je vais sortir sur le rang qui barre le chemin est-ouest. Oui. Donc, ça, c'est une technique. Ça, c'est l'observation. Et P, bien, c'est planifier. Puis dans la planification, tu peux prendre un autre acronyme qui s'appelle plan M. Planifier la localisation. J'ai un plan de mémoire. Acquisition, donc les ressources que tu as et que tu es capable d'obtenir. Ensuite de ça, le N, c'est la navigation. Et on a mis un M à la fin pour la partie médicale. J'ai tout, mais j'ai une jambe cassée. Donc, la jambe cassée est à traiter. Ensuite, est-ce que je suis capable de marcher dessus? Si je suis capable de marcher dessus, je reste là et j'espère que j'ai de la ressource autour de moi pour me maintenir là. Suffisamment longtemps jusqu'à ce que les secours arrivent. Exactement. Tu sais, puis dans le bois, on devrait toujours avoir un sifflet sur nous parce que le sifflet, il pousse des sons plus loin que notre voix. C'est beaucoup plus facile à utiliser aussi que de crier à bout de voix. Les cordes vocales vont s'user. Exactement. Le sifflet, lui, ne va pas se... En dedans du Nord, il n'y a plus personne qui vous entend crier. Le sifflet, lui, continue. Mais le sifflet, lui, continue. Donc, puis on n'est pas obligé d'utiliser en permanence. Puis c'est bon d'avoir un sifflet qui est à haute intensité sonore
sur pas beaucoup d'efforts. Il en existe, là, les Fox 40, un paquet de sifflets de survie là, qui n'ont pas de bille. Parce qu'un sifflet avec une bille, la bille peut geler. Si la bille gèle, ça empêche le son de se faire. Ce qui fait qu'il y a un paquet. Mais tu sais, l'équipement est infini, la préparation est infinie. On est capable de se préparer puis de se monter un petit kit. Ça peut être très léger. Les fumeurs avaient un avantage sur tout le monde. Il y avait toujours du feu sur eux autres. OK, il y avait toujours des allumettes. Un bon vieux bic. Oui, bien si tu traînes un bic et que tu es au froid, le butane va geler. Mais si tu le gardes dans ton jacket, à l'intérieur contre ta peau, ben, le plus proche possible, là, il va rester au chaud, donc tu vas être capable de l'utiliser. Fait que, il y a des moyens d'avoir des briquets, puis s'il est froid puis qu'il est gelé, ben mets-le dans ton jacket, mets-le le plus proche possible de ta peau, ça va être frais, mais tu vas le réchauffer vite puis tu vas pouvoir l'utiliser. Ça, bien, le gaz est fini au niveau d'un certain nombre d'allumages. Là, après ça, tu peux te donner des aides. Tu peux avoir quelques aides, des allumettes enveloppées avec de la corde puis de la cire. Bien, la ouate avec, c'est ça, peut-être avec la vaseline. C'est ça. Fait qu'au lieu de la gratter, tu vas peut-être l'allumer avec ton briquet. Mais elle brûle 7 minutes pendant que ton briquet est brûlé en dedans de 15 secondes. T'sais. Fait que là, tu es capable de transposer ta flamme puis d'augmenter ta chaleur. En augmentant la chaleur, c'est le triangle du feu. Chaleur, oxygène, combustible. Tu vas aller chercher ça va être plus facile là, d'allumer un feu. Excellent. Écoute, Louis, merci beaucoup pour l'information. Écoute, on pourrait passer, je pense, la journée à en parler. C'est tellement un sujet qui est intéressant, mais qui est tellement vaste que je pense qu'on finira juste jamais. Si les gens sont intéressés à t'écouter, à te suivre, le nom de ta chaîne? C'est LT Survival, comme les initiales de lieutenant, mais c'est prononcé LT. Okay? C'est un nickname qu'ils donnaient là, dans l'armée là, aux jeunes lieutenants que les soldats appréciaient. Donc, juste pour faire un petit historique, là, pourquoi les deux lettres qui sont prononcées séparément. Mais effectivement, c'était l'acronyme du grade lieutenant, LT, mais prononcé LT Survival. Okay? Survivre en anglais, le survival. Ma chaîne est bilingue, puis elle est en transformation actuellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de vidéos récentes, okay? Parce que avec des changements de maison, des choses comme ça qui se passent, la vie nous rattrape des fois. Puis, il faut que je transforme ma chaîne monolangue puis faire une nouvelle chaîne en anglais. Parce que sinon, l'algorithme vient tellement mélanger que j'obtiens pas de bonne quantité de vues parce que c'est plus à qui le donner. Mais les vidéos restent là, l'information reste exactement. à jour. Donc LT Survival sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram. De temps en temps, je pose des photos, beaucoup de couteaux. Une des petites passions secondaires à faire. Un bon couteau, on n'a pas parlé, mais justement un bon couteau en situation de survie. Oui, bien, ça devrait. Tu sais, tous nos grands-pères avaient toujours le couteau de poche dans le fond, le petit couteau pliant à deux mains, là, qu'il y avait dans le fond de deux poches. Ils l'avaient toujours avec eux. Mais quand ils allaient dans le bois, il y avait toujours un couteau à lame fixe sur la hanche. Donc, l'instrument de coupe est important. Ça fait partie là, des items de base. Si on avait une dizaine d'items de base, on aurait le coupe, on aurait le feu, on aurait quelque chose pour contenir l'eau, du cordage, les 10C de David Canterbury, là, les 5 et les 10C, là, qui sont les bases pour créer une trousse de survie. Donc, on explique tout ça dans la chaîne. J'essaie de faire des vidéos qui sont relativement courtes parce que le sujet, comme tu dis, est infini. Donc, je peux passer 1 heure à t'expliquer comment faire une allumette de survie. Ah, tu vas avoir 72, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu n'en as pas une dans tes poches, tu n'as pas atteint l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple, puis de pouvoir l'utiliser de la meilleure façon possible. Puis des items qui sont versatiles. Multi-usage. Multi-usage. C'est un couteau multiple, une pince multiple, a un couteau dessus. Fait que si tu l'as en secondaire, ben, tu as aussi la pince, le tournevis, l'ouvre-boîte. Hey, tu trouves une canne dans le bois, dans un chalet abandonné, elle va être bonne, ta canne de thon. Ouais. OK? Fait que, mais si tu n'as rien pour l'ouvrir, c'est problématique. Il y a des astuces pour ça aussi, mais on va garder ça pour une prochaine fois. Pour une autre capsule, peut-être. Là, à un moment donné, on ira dans un thème spécifique, là, puis ça me fera plaisir là, de partager ça avec vous. Parfait. Merci beaucoup encore une fois, Louis. Merci de m'avoir reçu. Écoute, ça va faire plaisir de te recevoir la prochaine fois. Peut-être, on va être au Salon à Québec. Tu vas probablement être là, toi aussi. Oui. Donc, probablement qu'on se fera une autre petite capsule à Québec. Parler peut-être d'un sujet plus spécifique ou... Oui, on pourra parler couteau, je veux dire. Ben oui, passion des couteaux, pourquoi pas. C'est pas une arme à feu, mais à la base, c'est un outil comme une arme à feu.
Au salon chasse-pêche plein air, l'avantage, c'est que vous avez des fournisseurs, des gens qui fabriquent des couteaux, des fabricants maison. On en a plusieurs couteliers au Québec. Ils font le bel ouvrage, ils font de la qualité. Le prix, soyons clairs, le prix est en fonction de la qualité que vous allez acheter. Si vous achetez des couteaux à 45,99 $, attendez-vous pas qu'il va fendre une bûche en deux. Ouais. Tu sais, tu as la qualité que tu payes pour. Et comme dans n'importe quoi, comme dans les armes à feu, comme dans la survie, comme dans l'équipement de plein air, si tu mets le prix, tu es supposé avoir une qualité équivalente. Bon, ben merci Louis. Hey, ça me fait plaisir. Ciao tout le monde.